C'est parti. Alors, Joseph, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce qui t'a amené ici à Montréal? Une grande question, une grosse question. Oh, moi, je suis Joseph Achille Djou, j'ai 34 ans. Je suis d'origine camerounaise. Je suis même parfois un peu les Camerounais, comme les Québécois et Canadiens, on est assez fiers hein, d'être Camerounais. Et tout. Mais au-delà, moi, je me définis aussi comme un Africain. Je suis parce que j'ai voyagé beaucoup en Afrique de l'Ouest et je me sens un peu plus africain que Camerounais typiquement. Je suis une personne engagé, très engagé. Mes engagements ont parfois dépassé les limites de ce qu'un État totalitaire comme celui du Cameroun pouvait permettre. Moi, j'ai rejoint une association qui s'appelle, ça existe toujours, Association pour la défense de l'homosexualité au Cameroun, fondée par une avocate de renommée qui s'appelle Maître Alice Nkom. Et c'était, je peux dire, par hasard, ou au moins, je veux dire, j'étais peut-être pas prédestiné à rejoindre un mouvement aussi explicite. Mais il s'avère que à partir de 2005, il s'est développé comme un discours très stigmatisant envers les personnes homosexuelles au Cameroun, qui était la cause de tous les malheurs, qui était la cause du chômage, de toutes les malédictions. Et l'Église catholique très puissante au Cameroun a donc commencé ce qu'on a appelé là-bas une chasse aux homos. Les médias en ont fait vraiment leur chou gras pendant plusieurs mois. Et moi, ça c'était en 2005, je terminais le secondaire. Et en 2008-2009, quand j'étais à ma troisième année en anthropologie, donc l'un de mes enseignants qui travaillait aussi en Europe, donc dans des universités occidentales, a commencé à introduire la question de la diversité sexuelle dans nos cours d'anthropologie contemporaine. Et c'est vrai, ayant vécu dans une société comme celle du Cameroun assez religieuse, je ne me posais pas beaucoup mes propres questions, les questions sur moi-même. Mais je pense que ça a été le déclencheur. C'est là que j'ai réalisé qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je suis arrivé au Canada, à Montréal en 2018, en août 2018, un jour avant mon anniversaire d'ailleurs. Chaque fois que je fête une année de plus, c'est aussi une année au Canada, c'est une année aussi de plus pour moi. Quelle coïncidence. Et parce qu'à partir de 2016, la situation des droits de la personne a vraiment, la situation s'est dégradée au Cameroun, des arrestations à l'appel. J'ai subi une arrestation devant mon fils. Par ailleurs, le 14 février, je ne vais pas oublier, 14 février 2017, parfois j'en ressens encore. Moi, je rigole de tout, je ris de moi, je ris de tout, mais parfois j'en ressens presque encore les séquelles. Souvent, quand une voiture s'arrête derrière moi, parfois, maintenant de moins en moins, mais il a fallu longtemps, j'avais vraiment peur ils sont venus jusqu'ici m'arrêter encore. Et moi, heureusement, je dis souvent heureusement que mon activisme et tout fait que j'avais la possibilité souvent de voyager à l'étranger pour des réunions, pour des conférences. Et moi, le très fier, en 2018, je me suis résolu à ne pas rentrer au Cameroun parce que je savais que ça allait être très difficile pour moi. Là, je suis à Montréal depuis
moins de 2 ans et ben, j'ai retrouvé ma verve militante parce que je travaille actuellement comme chargé de formation, coordonnateur des formations, pardon. Je ne connais pas les gros titres, je ne connais pas coordonnateur des formations pour un organisme qui s'appelle Action LGBTQ pour les immigrantes et les réfugiés. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce que cet organisme-là fait concrètement? Alors, Agir, en un mot, c'est vraiment un organisme par et pour les personnes LGBTQ, migrantes et réfugiés. Donc, on essaye de développer des programmes, des services avec et pour les personnes réfugiées et d'autres partenaires comme des avocats, des psychologues et même les différents paliers de gouvernement parce que je ne vous apprendrai pas que le Canada, c'est l'un des pays quand même les plus avancés sur la protection des réfugiés, la protection des personnes qui sont persécutées sur la base de leur orientation sexuelle. Donc, Agir vient donc être comme cet organisme, mon collègue Ayan, lui, qui est le coordonnateur du soutien, il s'occupe parfois d'accueillir les nouveaux membres, dont les nouvelles personnes qui arrivent au Canada, à Montréal, et qui sont dans le processus de demande d'asile. Ils ont vraiment plusieurs types de besoins. On essaye de leur apporter ça, aussi essaye de socialiser dans justement le projet avec le MIFI, avec plusieurs autres organismes. Ils ont les fameux parcours d'intégration. Donc, on permet aux personnes nouvellement arrivées de s'installer dans la nouvelle société. Et ben, on a vu que souvent, quand les personnes LGBTQ vont dans des organismes mainstream, si je peux l'exprimer ainsi, il n'y a pas souvent la même sensibilité, il n'y a pas souvent la même connaissance du parcours migratoire, des réalités qui ne sont pas forcément les mêmes pour une personne LGBTQ ayant toujours vécu à Montréal que à Douala ou à Lagos ou à Lomé. Donc, c'est vraiment ça. On essaye d'être là, d'offrir des services et aussi des références parce que les personnes, imaginons des besoins vraiment énormes. Ça peut être, certaines personnes ont des enfants, les garderies, qu'est-ce que j'ai, comment je n'ai pas. Et aussi, il y a quelque chose, il y a tout l'aspect, je ne sais pas si je vais dire bureaucratique ou plutôt administratif ici, aller remplir ceci. Ben, c'est pas souvent quelque chose qui est facile pour tout le monde. Donc, on essaye vraiment d'accompagner les gens et je tiens. On regarde aussi l'autre partie défense des droits, mobilisation. Donc, parfois, quand les personnes vont être expulsées, parfois les personnes comment dire, sans statut, des choses comme ça, ben, Agir, nous, on ne lâche pas, on continue de soutenir, on continue de dire, par exemple, là, il y a des questions, les personnes trans, par exemple, les personnes trans migrantes rencontrent de grosses difficultés, notamment changement de mention de nom, et tout, tant qu'elles ne sont pas citoyennes canadiennes, vont agir avec d'autres organismes comme Aztec, Centre de lutte pour la lutte contre l'oppression des genres. Donc, on travaille ensemble, faire des campagnes, même utiliser les recours légaux. Ça, c'est vraiment, ben, je me suis retrouvé vraiment dans mon élément, dans cet organisme très militant, ne pas laisser les choses comme on ne le veut pas. Mm-hmm. Avant de continuer plus sur les droits, les besoins en fait des personnes LGBTQ issues de la diversité culturelle, est-ce que tu voudrais me dire rapidement c'est quoi que ça veut dire l'acronyme justement LGBTQ? LGBTQ, c'est L pour lesbienne, G pour gay, B, okay, B pour bisexuel, T pour trans,
transsexuel, transgenre, Q pour queer. Et parfois, on ajoute aussi I, intersexe, plus, parce qu'il y a d'autres acronymes, asexuel, bispirituel, ainsi de suite. Puis justement, c'est quoi que ça implique dans le fond d'être LGBTQ et de venir de la diversité culturelle? Ça peut être compliqué, ça peut s'avérer compliqué. Pour les personnes qui peut-être viennent, qui arrivent au Canada en étant adultes, qui ont peut-être vécu plus ou moins les persécutions, qui ont vécu plus ou moins les discriminations dans le pays d'origine, on arrive souvent à cette enfin, le Canada, le beau Canada, ici je peux tout faire. C'est souvent avec un soulagement et tout, mais ça masque aussi, ça va masquer les difficultés inhérentes à la vie ici, les difficultés à l'adaptation à la vie ici, les difficultés aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement de savoir mieux présenter cette question, mais il y a aussi beaucoup de je ne sais pas comment dire ça, mais d'incompréhension ou d'insatisfaction de la façon dont les organismes LGBT blancs, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, ou bien les grands organismes existants, la façon dont ils peuvent percevoir les personnes LGBTQ qui viennent de la diversité, parce que les questions, la culture, en guillemets, on ne porte pas souvent tous le même poids. Les cultures n'ont pas le même poids chez tout le monde. Des personnes peut-être musulmanes pratiquantes n'ont pas moins le droit d'être pratiquants, de pratiquer leur religion et d'être qui elles sont. Des personnes chrétiennes ou même des personnes qui ne croient pas. Donc, il y a certains éléments que les personnes issues de la diversité transportent avec elles qui ne sont pas souvent comprises par les grands groupes, par exemple la place de la famille, par exemple le fait de faire ou pas son coming out dans sa famille, ou même l'identification aux différentes lettres de l'acronyme. Et aussi le fait que souvent, les personnes issues de la diversité sont souvent comme entre, je ne sais pas si je dois dire entre deux mondes, la communauté LGBTQ en général, et parfois les communautés ethnoculturelles, on dit, ou des débats souvent sur l'orientation sexuelle, on évite des débats, même parfois sur la sexualité en général. Pourtant, les mouvements LGBTQ qui sont partis de Stonewall et tout, c'est vraiment dire, s'affirmer, ça fait partie d'une identité politique même. Pourtant, dans les communautés culturelles, ce n'est pas souvent ça. Parfois même, il y a des familles qui, par exemple, moi, je rigole souvent avec un bon ami qui est au Cameroun. Il disait, je pense que ma maman ne sait pas, elle sait, mais elle ne peut pas juste me parler, ou bien moi, je vais parler, lui dire, ah, maman, tu vois, moi, elle le sait. Mais bon, je ne peux pas l'exprimer comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Je ne sais pas si c'est la bonne question, mais c'est juste que les façons d'exprimer l'identité politique liée à la sexualité, on n'en est pas encore peut-être rendu au même, à cette expression-là. Donc, ça peut souvent créer de l'isolement parce que je vais dans un organisme mainstream. Je ne me sens pas là, je suis plutôt vu comme un noir, un homme noir et tout. Dans les communautés ethnoculturelles, j'ai fait gaffe de fermer ma grosse gueule et ne pas
embrayer les revendications sexuelles, sinon là tu risques, je ne sais pas si je dois dire représailles, mais là aussi tu te mets au banc. Donc parfois les personnes issues de la diversité portent parfois un poids qui est difficile. Ça se voit aussi un peu chez les gens de première génération 1.5 ou deuxième génération qui sont ici aussi. Il y en a qui réussissent à amener ces débats-là dans la famille, mais il reste que c'est toujours assez... il faut savoir, il n'y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de recette miracle, ça peut vraiment, et à agir, on est vraiment conscient de ça, toujours aux gens. Il faut évaluer vos options, ce n'est pas forcément, ça prend pas forcément, je ne sais pas si je dois dire un dévoilement ou un coming out pour montrer, pour bien vivre cette sexualité. C'est vous qui savez quels sont vos milieux, comment le faire et tout, savoir comment amener les discussions. Donc, il y a ces questions. Il y a aussi l'idée générale que les sociétés, par exemple africaines, ce que je maîtrise mieux, sont homophobes. Et souvent, ça cristallise, ça crispe un peu les discussions quand on est les gens issus de la diversité dans dans les grands groupes. Mais vous, il y a l'homophobie, c'est toujours des choses qu'on doit remettre en contexte. C'est vrai qu'il y a de l'homophobie au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui font de la prison, qui font ceci. Mais ça ne saurait masquer ou occulter les autres choses qui se passent. Des chanteurs populaires qui ont fait des chansons sur l'homosexualité. Ça existe, des groupes qui se sont mobilisés, parfois même des ministres au sein d'un même gouvernement. Ben, j'aimerais ça, en fait, que tu nous en parles un peu, si tu es à l'aise d'en parler. Est-ce qu'il y a une différence entre la première et la deuxième génération? Comment est-ce que les jeunes qui sont nés ici, mais que leurs parents sont issus de l'immigration, puis qui sont LGBTQ, vivent ça? Comme je disais, ouais, les deuxièmes générations, ils sont quand même nés dans dans toute cette élan, si je dois dire, élan de tolérance ou de reconnaissance des droits. Donc, c'est quelque chose qu'ils vivent. Mais maintenant, souvent, quand on a des familles issues de l'immigration, il y a toujours il faut toujours savoir s'ajuster entre le ici, là où je suis né, et là-bas, là-bas où tous les parents viennent. Il y a toujours cet ajustement, si je peux m'exprimer, perpétuel. Donc, ça prend cet ajustement. Il y a des gens, comme je le disais, qui vivent vraiment leur sexualité de façon très ouverte, avec les parents qui les soutiennent plus ou moins. Et vraiment, dans d'autres milieux, c'est plus difficile. Je pense que là, plusieurs éléments aussi peuvent rentrer en jeu, comme le milieu, les milieux sociaux, économiques et tout, et aussi les quartiers, parce qu'on sait aussi que quand on est aussi dans certains quartiers, parfois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, contrairement à d'autres quartiers qui sont plus ouverts. Donc, il y a ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, ça se voit même issues de la diversité, qui sont LGBT, qui sont vraiment très ouvertes. J'en ai vu même certaines lors de la semaine de la fierté, là, avec parents. Et pour une bonne maman, une vraie maman africaine, là, avec son enfant, tu faisais la bise et tout. C'est une bonne inspiration, ça. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il ne faut pas occulter les difficultés qui persistent, les éléments entrent en jeu, la religion, les croyances, ainsi de suite.
Tu dis aussi que Agir intervient principalement auprès des réfugiés. C'est quoi la situation des réfugiés LGBTQ actuellement? Ah là là, on a-tu le temps? Ah, on prend le temps. Euh, je me posais toujours cette question. Je me disais, comment on fait, nous, par exemple, les gens, les groupes comme Agir, d'autres groupes, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le ton qu'on doit adopter face au gouvernement actuel, qui est quand même un gouvernement fédéral, je veux dire, qui est quand même un gouvernement, on peut leur reprocher plein de choses, on peut se chicaner, mais qui essaye quand même de se plier aux exigences de tous les accords internationaux signés, qui sont même, qu'on peut considérer comme des pionniers sur justement l'accueil des réfugiés LGBTQ dans le monde. Oui, ben, heureusement qu'il y a des organismes, plusieurs types d'organismes qui se mobilisent, certains qui donnent des paniers alimentaires, des vêtements et tout. Je dis vraiment, je me pose souvent l'action, je dis, s'il n'y avait pas les organismes communautaires, qu'est-ce que serait la vie des gens qui viennent ici, qui peut-être parlent français ou l'anglais, ou ben, certains maintenant avec le français là, qui tend à dire ben, pour les migrants, c'est que le français, machin. Tous ceux-là qui ne parlent pas le français et qui doivent comme reprendre leur vie à zéro, c'est vraiment difficile, malgré le fait que le pays, que le Canada ou même le Québec soient quand même des endroits relativement ouverts, accueillants. Il reste, il demeure quand même beaucoup de difficultés. C'est un parcours du combattant. Il faut parfois, pour beaucoup de personnes, il faut parfois repartir de zéro, apprendre à faire des petits boulots qu'on envisageait, pas forcément le temps d'atterrir, le temps de commencer. Mais ça, c'est aussi vrai pour les autres personnes migrantes, je présume. Donc, c'est ça. Ouais. On comprend vraiment bien de la manière dont tu expliques comment les personnes LGBTQ issues de la diversité culturelle peuvent se retrouver un peu dans un no man's land entre les communautés culturelles puis la communauté LGBTQ, puis comment ça peut entraîner certaines difficultés. Mais j'aimerais savoir aussi comment est-ce que la culture de la personne aussi, ses origines peuvent représenter pour elle un côté positif puis un avantage pour elle ou un moyen de résilience un peu pour passer à travers certains défis. La résilience en Afrique se soit bâtie aussi dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas l'État social qu'on connaît ici, ce n'est pas l'État bienveillant, c'est souvent un État brimeur, c'est souvent un État fouettard, un État discriminant. Donc souvent, cette résilience se construit par la résistance à cet état fouettard, à cet état opprimant là. Je le dis souvent, dans mon pays, la capitale, c'est Yaoundé. C'est là où il y avait souvent le plus d'arrestations de personnes homosexuelles. Mais c'est là aussi il y avait le plus de bars, le plus de bars gays et parfois des bars à ciel ouvert connus de tous. Donc c'est ça. Il y a souvent cette dichotomie-là entre l'oppression de l'État et la volonté ou la force de résister qui fait que ben, quand on arrive dans un autre contexte comme ici, malgré aussi les difficultés qu'on aura ici, les micro-agressions par-ci par-là, cette force motrice est là, on s'amuse, on va, ben, maintenant on ne peut plus le faire malheureusement, on est obligé de rester enfermé, on va dans des bars au centre-ville, dans le village, on s'éclate et on se dit, ben, quand même, malgré toutes les difficultés, on est encore vivant,
c'est ça. Il y a je vais faire mon petit démago, cette petite joie de vie à l'africaine là qu'on emporte. Et moi, principalement, moi, je suis comme ça. En terminant, si jamais il y a des personnes qui regardent la vidéo qui sont issues de la diversité culturelle puis qui s'identifient à la communauté LGBTQ ou qui seraient en questionnement, à part Agir, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui s'offrent à eux? Il y a des ressources pour les personnes issues de la diversité qui vraiment ont toutes sortes de questions sur leur orientation sexuelle et tout. Il y a plein de ressources. Ça ne devra peut-être pas forcément être des ressources pour les personnes issues de la diversité. Je pense qu'il y a si la personne est jeune, il y a plein d'organismes jeunes qui s'occupent qui répondent aux questions des personnes, des jeunes, projet TEN, il y a même des lignes d'écoute. Maintenant, si les personnes voudraient spécifiquement aller, en tout cas, avoir l'écoute des personnes issues de la diversité. Actuellement, désolé, mais actuellement, il n'y a que Agir comme groupe personnes issues de la diversité. Il y a eu plusieurs groupes dans le passé, mais qui sont plus ou moins actifs. Il y a eu Arc-en-Ciel d'Afrique, RLM et tout, mais qui sont moins actifs quand même, pour ne pas dire plus actifs du tout. Ouais, je pense qu'Éléphant d'Afrique a fermé dans les dernières années. Voilà, il y a moins de groupes. Donc, Agir peut être aussi juste une porte d'entrée pour après référer les personnes selon le niveau où elles se trouvent. C'est le questionnement, si c'est avoir accès aux ressources psychologiques, si c'est socialiser avec d'autres personnes d'une classe d'âge, quoi. Oui, on aimerait qu'il y ait d'autres groupes aussi qui continuent parce que c'est pas facile du tout de porter ce fardeau. C'est vrai que c'est passionnant, mais c'est pas facile du tout avec des ressources quand même limitées. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Joseph. C'était vraiment super intéressant. Puis, je te remercie encore. Donc, je rappelle, c'est Joseph qui est militant et qui travaille aussi pour l'organisme Agir qui intervient auprès des réfugiés LGBT. Merci. Merci à toi. Où est-ce que j'arrête ça?